Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Je tiens à rendre hommage au professeur René Robert, qui est décédé il y a un mois, en 2023. René Robert était un grand chercheur, c'était un grand professeur d'université, un conférencier hors pair, et on lui doit le classement de La Réunion au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO pour tout ce qui est des cirques, des pitons et des remparts. Il était aussi adoré de ses élèves. Il a sorti de nombreux ouvrages, beaucoup d'ouvrages sur La Réunion, sur la géographie de La Réunion, et aussi un ouvrage sur la langue créole. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Ah, bonjour Monsieur Robert, vous allez bien? Ça va Alexandre? Oui, ça va bien et toi? Monsieur René Robert, on ne vous présente plus ici à La Réunion parce que vous êtes à l'initiative du classement de La Réunion au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Votre domaine c'est les pitons, les cirques, les remparts et vous avez apporté beaucoup en fait. Sans le titre à longtemps, l'accès de Saint-Gilles aurait été impossible, bien sûr. Et vous avez bien connu cette période parce que vos parents avaient une case pas loin d'ici, pratiquement à côté. Et donc, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette épopée fantastique? Eh bien, les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas comprendre parce que le petit train, c'est quelque chose qui s'est arrêté depuis fort longtemps. Mais c'est vrai que ça avait une relation aux hommes très importante, c'est-à-dire que c'était un moyen de circuler que nous n'avions pas, qu'il a fallu installer. Il a fallu la création du port de la Pointe des Galets pour qu'on se décide à faire un chemin de fer à La Réunion. Donc ce chemin de fer est allé jusqu'à Saint-Pierre, et sur la route de Saint-Pierre, il y avait Saint-Gilles, et c'est comme ça qu'on a pu arriver à Saint-Gilles assez facilement. Et dès le moment où on s'est installé à Saint-Gilles, on avait remarqué que cet ensemble correspondait à une plage de sable blanc, de sable issu des coraux, donc du récif corallien d'en face. Et ça se prêtait facilement à l'installation de maisons. Il n'y avait pas de sol très dur à fouiller, il n'y avait pas de difficulté majeure à s'installer par là. Et c'était aussi la possibilité d'avoir une porte de sortie lorsque l'année se terminait, lorsque l'année au lycée se terminait, c'était les grandes vacances. Et pour nous, les enfants, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on se retrouvait là avec pas mal de personnes, soit au second village de ce côté-ci, soit au premier village après l'étang. Et on se retrouvait tous pour soit prendre un bain, soit pour s'amuser sur la plage. Et de là est venue l'idée que comprendre cette région en faisant des études poussées en géographie, ça permettait de remplacer l'histoire de la jeunesse, de l'enfance que j'avais connue, par une étude beaucoup plus approfondie, beaucoup plus scientifique, donnant les différents aspects qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a une plaine, pourquoi on a pu s'y installer, pourquoi c'est devenu une plage à la mode. Tous ces éléments-là qu'on avait vécus vont devoir s'expliquer par la suite quand le géographe est revenu de ses études et s'est installé à La Réunion. Eh bien, Monsieur Robert, cette maison, celle de mes parents et grands-parents, a pratiquement maintenant 100 ans. Elle est faite en bois maigre. Enfin, les bardeaux sont faits en bois maigre. Ils ont été taillés dans le fil du bois. Et donc, c'est un ouvrage très résistant. Et les gens qui faisaient ça à l'époque savaient ce qu'ils faisaient. Bah oui, ça c'est toute une époque qui est révolue parce qu'on peut plus se permettre de faire du travail de ce type-là parce que l'artisanat coûte bien plus cher malheureusement que l'industrie. Donc on a maintenant des machines pour faire des bardeaux, notamment dans le tamarin. Alors le bardeau que vous avez là, donc un bardeau de bois maigre, est un bardeau intéressant parce qu'il n'est pas tellement répandu à ma connaissance. Il a l'intérêt, encore une fois, d'être très dur, c'est-à-dire d'avoir une résistance qui est intéressante pour la durée. La preuve en est, c'est que votre maison date d'un siècle maintenant et vos bardeaux sont toujours là. Ces bois maigres, en général, ne se trouvent pas au niveau des tamarins des Hauts, là où aujourd'hui on fait des bardeaux, avec notamment les gens de la Petite France. Mais ça existe plutôt sur des pentes un peu moyennes en altitude. Et il ne s'agit pas non plus d'arbres très répandus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on pourrait demain, par exemple, faire des tas de maisons avec du bois maigre. Nous n'aurions pas la matière première en quantité satisfaisante.
Alors, bien entendu, l'intérêt de ce type de bois, c'est de résister non seulement à l'humidité, mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes proche de la mer et que vous avez donc ce contact avec l'air salin qui est aussi difficile à gérer, qui fait par exemple rouiller pas mal d'éléments des maisons modernes. Et là, ici, il n'y a pas de rouille parce que ce bois ne connaît pas le principe de la rouille, bien entendu. Donc, nos vieux, ils avaient quand même à la fois une adaptation à ce qui existait sur place, parce qu'il n'y avait pas de grand commerce pouvant faire venir les matières premières comme on le souhaite aujourd'hui. Deuxièmement, ils avaient une adaptation à la connaissance de la nature. Et troisièmement, ils construisaient dans la durée. C'est-à-dire qu'une maison devait durer longtemps. Vous ne pouvez pas se permettre tous les 10 ans ou tous les 20 ans de la refaire. Et vous avez là un bon exemple de ce qui se faisait à l'époque et qui n'est plus possible de faire aujourd'hui pour les raisons que je vous ai indiquées. Et le bois maigre, ça vient de la forêt primaire, justement. Alors ça, c'est ça. Ça, c'est de la forêt primaire, c'est-à-dire, en fait, c'est quand les hommes sont arrivés à La Réunion, le bois maigre était déjà là, se développer seul, sans la présence de l'homme. Et nous, on a récupéré un bois qui a ses capacités techniques, encore une fois, très très intéressantes. Voilà, c'est un bois qu'on connaît bien chez les spécialistes, oui. Alors là, vous remarquerez que la dépendance est anormalement proche de la case principale. Eh bien, pour expliquer cela, il faut remonter un peu loin dans le temps, parce que mon grand-père René Dupuis, quand il était à l'école, il marchait pieds nus, et puis c'est son frère aîné, qui s'appelait Alexandre, qui l'a aidé pour sa scolarité. Et il a fait beaucoup de sacrifices pour cela. Et puis, même après la Première Guerre mondiale, il y a sa marraine de guerre qui a teint son uniforme de poilu en costume civil, justement pour l'inciter à faire des études supérieures. Et donc de retour à La Réunion, comme agent de change, il a divisé son terrain en deux pour le partager avec son frère. Voilà, ça explique cela. Et puis dans l'indépendance, c'était là où il y avait le godon, où on entreposait les vivres, l'eau, justement. Voilà. Et l'eau, c'est aussi une question assez épineuse, je pense. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les gens qui sont venus s'installer à Saint-Gilles pour bénéficier de la mer, avec son récif de corail, pour s'installer sur une plaine sableuse qui ne posait pas de gros problèmes d'installation. Si les gens sont venus, c'est parce qu'ils avaient la certitude de trouver de l'eau. Or ici, l'eau ne vient pas d'un écoulement. Vous ne voyez pas de rivière dans cette région qui vous apporte de l'eau, comme de l'autre côté de l'île. Par contre, sous vos pieds, sous les sables coralliens, il y a une nappe d'eau qui s'est formée au cours des temps, c'est-à-dire qui s'est formée au cours des centaines, des milliers d'années, qui ont précédé l'arrivée de l'homme. Et cette quantité d'eau arrive au contact de l'eau salée, mais ne se mélange pas. C'est un principe qui est très connu, l'eau douce reste eau douce et l'eau salée reste l'eau salée. Donc très rapidement, nos grands-parents, et les vôtres notamment, ont compris qu'en fouillant un trou, on pouvait disposer d'un système de pompe, et à partir de ce moment, on ramenait de l'eau douce en surface, et à condition de faire attention, pendant toute la durée des vacances, l'eau restait douce. Par contre, si on en tirait un petit peu trop, alors l'eau avait tendance à devenir de plus en plus salée. Donc les gens ont très rapidement compris qu'en faisant attention à ne pas retirer trop d'eau de la nappe, on avait de l'eau douce pendant toutes les vacances. Et c'est ça qui a permis finalement l'installation de toutes ces villas que vous connaissez, parce qu'il y avait cette réserve d'eau sous nos pieds. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est différent. Il n'y a qu'à regarder la carte pour se rendre compte que le nombre d'habitations a augmenté d'une manière considérable, surtout depuis une cinquantaine d'années à peu près. Et ce qui veut dire que l'eau de la nappe sous nos pieds ne peut plus suffire. Elle peut être un ajout, une addition, mais elle ne peut pas être le fondement même de l'alimentation des gens qui viennent s'installer à Saint-Gilles. Deuxièmement, les gens qui s'installent à Saint-Gilles n'y viennent plus uniquement pour les vacances. Ils habitent toute l'année. Donc ils ont besoin de l'eau toute l'année, et pas uniquement pendant les quelques semaines de vacances. Il a donc fallu bâtir tout un système d'adduction d'eau, c'est-à-dire sortir de l'eau des régions où cette eau existe, pour ramener cette eau vers Saint-Gilles. Et ça, c'est un problème, bien entendu, d'administration des eaux, c'est un problème politique, c'est un problème social. Tout ça, ça a été réglé
pourquoi de la départementalisation, bien entendu. Alors il existe, et tout le monde le sait, une rivière très particulière qui s'appelle la ravine Saint-Gilles, qui aboutit à l'étang de Saint-Gilles. Et cette ravine, elle apporte de l'eau, puisqu'elle a de l'eau toute l'année, ce qui est rarissime dans cette région. Mais cela vient de phénomènes géologiques assez difficiles qui font que les eaux profondes reviennent à la surface. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais disons que très rapidement, les Réunionnais qui sont installés dans ce secteur, après avoir utilisé la nappe d'eau qui était sous nos pieds, ces Réunionnais vont utiliser l'eau du Cormoran, du bassin bleu, du bassin des Aigrettes. Les mêmes problèmes. Au bout de quelques temps, cette eau ne suffisait plus, il a bien fallu chercher de l'eau ailleurs. Donc maintenant, on est dans un système qui est général à la commune de Saint-Paul, ce qui fait qu'on sort de l'eau de certaines régions où cette eau existe pour ramener cette eau dans des régions où l'eau n'existe pas. Saint-Gilles bénéficie de cet effort de la commune. Le récif corallien à La Réunion n'est quand même pas un événement important dans la construction de l'île. C'est une addition non négligeable, mais ce n'est pas un événement important. Ce n'est pas le récif corallien qui fait les 250 000 hectares de La Réunion. D'accord ? Mais ce n'est pas simplement ça, La Réunion. La Réunion, c'est aussi des effondrements géants. Mais des effondrements qu'on ne peut que très difficilement comprendre à l'heure actuelle. Il y a 400 000 ans. Bon, vous allez me dire 400 000 ans, c'est vieux, on s'en fout, etc. Non, mais moi, je m'en fous pas. Vous verrez pourquoi. Eh bien, le sommet du Piton des Neiges, du côté du Gros Morne, qui est à l'heure actuelle à plus de 3000 mètres, mais qui à l'époque était bien au-dessus de 3000 mètres. Le sommet du Gros Morne va s'effondrer. Et le Gros Morne, c'est au centre de l'île. Cet effondrement va se diriger vers Mafate, mais à une époque où Mafate n'existait pas. Parce que Mafate est très récent. Donc, tous ces cailloux-là qui vont s'effondrer, cette terre, etc., tout ça, ça va dévaler la pente. D'accord ? Et ça va arriver en mer, entre Saint-Gilles, vous parliez de Macouya tout à l'heure, vous voyez ce que je veux dire, donc Saint-Gilles-Village, et vous savez, la grotte des premiers Français, le cap La Marianne, à l'entrée de Saint-Paul. Vous voyez tous ces tufs qui sont là, qui font le cap au Mar, qui font la falaise après le Boucancanotte. Tous ces tufs, ce sont les conglomérats qui ont été formés, qui ont été cimentés avec les débris de la démolition du Gros Morne il y a un peu plus de 400 000 ans. D'accord. Ah oui, d'accord. Vous imaginez le déplacement de la masse de roches depuis le Gros Morne jusqu'à Saint-Gilles-Saint-Paul. Vous imaginez ça aujourd'hui? Alors la question n'est pas de faire peur, on n'est pas là pour faire peur, on est là pour montrer que comme le lagon, on le disait tout à l'heure, évolue toujours dans un sens, dans un autre, le volcan de La Réunion évolue aussi dans un sens comme dans un autre. Mais quel est l'impact des activités agricoles sur le lagon? On va développer, surtout à partir du début du 19e siècle, à La Réunion, on développe la culture de la canne à sucre. Pour l'industrie de la canne à sucre, on a besoin de nettoyer le jus de canne qui est sale, et pour cela, on doit utiliser de la magnésie qu'on importe, mais à une époque où cette magnésie n'existait pas. C'est-à-dire quand on a débuté la canne à sucre à La Réunion, on va utiliser le calcaire du récif corallien pour, justement, travailler cette purification du jus de canne qu'on vient d'écraser et pour donner ensuite le sucre, puisque c'est la destination finale. Au cours des années 30, 40, 50, bon, j'étais petit, je m'en souviens bien, on voyait des gens qui n'étaient pas des pêcheurs, mais qui étaient des ouvriers, qui allaient avec des barres à mine, c'est-à-dire avec des barres de fer, sur le récif corallien, casser du corail, les mettre sur des radeaux. Ces radeaux ramenaient les éléments du récif sur la plage, on en faisait de gros tas, puis on arrivait avec une charrette à bœufs, on mettait cela, et ensuite on allait à la chauffoinerie, c'est-à-dire on allait au four à chaud. Bon, le four à chaud fabriquait de la chaux vive, ben vous avez une idée de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu enlever comme tonnes de calcaire dans le récif corallien de Saint-Gilles. Fatalement, ben vous allez toucher à la dimension écologique, c'est-à-dire que la faune et la flore vont périr. Oui, mais de nos jours, les gens préfèrent s'adonner à des activités plus saines comme le kayak, le pédale ou le kitesurf. Bon, bah, c'est la condition humaine. Hein. On va pas faire un jugement dernier en disant on a tort, on a raison. Je crois que c'est la réalité. Partout où on s'installe,
On a fait des travaux qui finalement se retournent contre nous parce qu'on touche à la nature qu'on ne connaît pas suffisamment pour savoir éviter telle ou telle chose. En fait, on a planté toute cette forêt de fil à eau, justement, c'est pour alimenter les fours à chaud, pour la cuisine de feu de bois, et aussi pour les rails du chemin de fer, il me semble. Exactement. Aussi. Donc, deuxièmement, sur le récif corallien, vous pouvez trouver de gros oursins, et les épines de ces oursins nous servaient pour écrire sur les ardoises, parce que c'était ce qui remplaçait la craie à une époque où on n'avait pas de craie. Voilà comment on utilise la nature et comment on la transforme, parce que nous aussi, on a besoin de vivre, et pour notre vie, on a besoin de la craie pour les ardoises des gosses, on a besoin du coton, on a besoin du fil à eau. Voilà. C'est une histoire ancienne et c'est une histoire qui ne se tarira jamais. On aura toujours une relation homme-nature de ce calibre-là. Donc, en fait, la vie marine dans un récif corallien est une vie très 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 importante, c'est-à-dire que le coefficient de construction vitale dans un récif corallien est très nettement supérieur à ce qui se passe en mer. C'est-à-dire que là, c'est un concentré de vie, mais qui se démultiplie à l'infini. Ici, on part régulièrement sur le récif corallien, on prend des exemples de coraux, etc. D'année en année, il y a des transformations, il y a des vies nouvelles qui apparaissent. On n'a jamais terminé de faire le bilan. Alors, en gros, les coraux, ce qu'on connaît le mieux sont les madrépores. Les madrépores, c'est par exemple les cornes de cerf, d'accord ? C'est comme ça, voilà. Feu, là. Voilà. Les millépores. Les millépores qui sont proches justement des trucs de feu. Alors les acropores, qui donnent notamment les grosses boules des systèmes de millépores. Les boudins de mer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont brouter les têtes de coraux, comme par exemple les balistes, etc., qui vont digérer. Et au moment où ils relâchent les excréments dans la mer, une partie des excréments, c'est du sable. Autrement dit, tu as des animaux qui fabriquent du sable. Des coquilles qui vont devenir du sable, des algues qui vont devenir du sable, et des polypes qui vont devenir du sable. Au total, à l'arrière, on a une immense plaine qui part jusqu'à la falaise qui est à l'arrière, puis l'église qu'on a vue tout à l'heure jusqu'à la Saline. C'est une ancienne plage énorme qui correspond à un récif corallien qui était beaucoup plus important que le récif actuel. Les coraux qui ont des formes de crâne, voilà. Et ceux qui ont des couleurs comme jaune, violet. Voilà. Et alors les couleurs, attention, les couleurs c'est quand même d'autres choses. Hein. C'est un pigment qui est dans le corail, qui est dans le calcaire, c'est ça. Et qui renvoie la couleur qui ne capte pas dans l'arc-en-ciel des couleurs. Si on revoit le jaune, c'est-à-dire qu'il a pompé les couleurs et qu'il rejette le jaune. En fait, il n'est pas jaune. Une rose qui est rose, en fait, a pompé toutes les autres couleurs, elle renvoie le rose. C'est pourquoi les abeilles ne voient pas comme nous la même couleur des roses ou la même couleur de ceci ou de cela. C'est fantastique, ça. Le professeur René Robert était une figure de La Réunion. Il était adoré par de nombreux jeunes, de nombreux étudiants, à qui il faisait partager sa passion pour la géologie, pour la géographie. Et nous lui rendons hommage, il nous manque beaucoup. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.